Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 29 juin 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la révolution du 30 juin, puisque l'Égypte célèbre demain le 7e anniversaire de la révolution du 30 juin. Donc aujourd'hui, notre édition sera consacrée à ce sujet. Et pour commencer, un premier reportage concernant ces jours-ci, où l'Égypte célèbre le 7e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chemin vers le 30 juin n'était pas paré de roses. Bien entendu, ce n'était pas un chemin facile, bien au contraire, il était très difficile et très épineux. Le 3 juillet 2013, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé la future carte qui a sauvé l'Égypte de la domination du fascisme religieux. Le rêve se réalise, l'Égypte devient un centre régional de commerce, de l'énergie et des services logistiques. Un commentaire. Ces jours-ci, l'Égypte célèbre le 7e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chemin vers le 30 juin n'était pas pavé de roses, bien au contraire, il était difficile et épineux. Le sang des soldats égyptiens a été versé pour défendre la sécurité et la stabilité de l'Égypte et de son grand peuple qui a beaucoup souffert. Durant l'année du pouvoir des frères musulmans, tous les domaines dans le pays se sont détériorés. L'armée est alors intervenue pour sauver l'Égypte et réaliser la volonté du peuple. Le 3 juillet 2013, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé la future carte qui a sauvé l'Égypte de la domination du fascisme religieux. Dès lors, des efforts assidus ont été déployés pour réaliser une renaissance économique globale accompagnée d'une réelle volonté de surmonter les défis et les menaces auxquelles l'Égypte est confrontée. Après la révolution du 30 juin 2013, l'Égypte a réussi à dire adieu à l'ère des coupures d'électricité continues. Une stratégie ambitieuse a été adoptée pour transformer l'Égypte en un centre énergétique régional en la reliant à ses voisins à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Cette stratégie vise de même à élargir l'usage de l'énergie renouvelable. En ces dernières années, l'Égypte s'est transformée d'un pays souffrant de la crise électrique à un pays disposant de géantes centrales électriques et qui fournit un service électrique permanent à plusieurs pays. Le rêve se réalise. L'Égypte devient un centre régional de commerce, de l'énergie et des services logistiques. Et pour parler de cela, nous avons en ligne Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse du discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on voudrait commencer par nous rappeler de quelques événements importants qui ont conduit à cette révolution du 30 juin. Bien entendu, on va remonter à 2013. Oui. Oui, vos questions, c'est que vous voulez parler de tous les exploits, exactement, les réalisations qui ont fait des circonstances en juin 2013. Oui. D'abord, on a commencé à partir de 2013, même pour plus loin de mai 2016. L'Égypte était dans une situation très difficile. Et puis après, il y a eu une révolution de juin 2013. Après cette révolution, un grand plan, un plan national a été élaboré par le président Abdel Fattah al-Sisi pour réformer complètement le pays, l'infrastructure du pays. Un plan multidimensionnel, c'est-à-dire qui n'épargne aucun domaine. Par exemple, des domaines économiques, étant donné que à ce moment-là, on sait très bien qu'il y avait une récession économique très grave en Égypte à cause des circonstances politiques précédentes. Et puis, d'un autre côté, ensuite, il avait fallu, bien sûr, amender la Constitution, c'est-à-dire amender la Constitution de manière que la nouvelle Constitution
soit plus appropriée, adéquate aux circonstances difficiles par lesquelles l'Égypte passait. Ensuite, il y avait, donc on peut dire, un commencement d'une révolution industrielle en Égypte. C'est-à-dire les projets qui ont été depuis même très longtemps, plus de 50 ans, complètement négligés depuis le stock de Sadat, parce qu'on sait très bien que Sadat, lui, n'attachait aucune importance au plan infrastructurel. C'est la première fois, et disons après Nasser peut-être, le président Abdel Fattah al-Sisi a lancé un projet multidimensionnel pour réaliser des projets infrastructurels du pays. Et pour attirer les investissements, il aurait fallu commencer par l'infrastructure des voies, des routes et aussi de nouvelles villes industrielles afin d'atténuer, d'alléger un petit peu le poids démographique qui pèse dans la capitale. Et on a le commencement de la capitale administrative. Et actuellement, tout d'un coup, la capitale a surgi en quelques années. C'est-à-dire des projets qui, on peut dire, qui ont été réalisés en un temps record. Regardez aussi le creusement du deuxième canal de Suez afin de bâtir un axe industriel d'investissement, une nouvelle zone d'investissement où on peut créer des emplois. Universités, des autres universités, on a trouvé une université au Sinaï, il y en a une autre qui en passe de surgir aussi vers la mer. Ça c'est sur le plan éducatif. Et puis, disons, le plus important aussi, c'est la révolution dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire, le pays a décidé, le gouvernement a décidé d'introduire une transformation numérique afin de simplement de mettre l'Égypte au rang des pays très avancés, c'est-à-dire la technologie. Et sur le plan même financier et bancaire, l'inclusion financière, on a vu une série de conférences qui sont tenues à Sharm el-Sheikh et au Caire pour l'inclusion financière, comme à l'instar des pays très avancés. Sur le plan aussi de la lutte contre le terrorisme, l'Égypte en fait a réalisé beaucoup d'exploits, c'est-à-dire qu'elle a commencé à mener un nettoyage de Sinaï afin de construire, de réaliser des projets au Sinaï. On a vu simplement, c'est-à-dire ça a pris des mois. L'armée égyptienne, avec la police aussi, ont commencé un plan sécuritaire pour nettoyer complètement les poches où se cachaient les terroristes de plusieurs factions terroristes comme Daesh et d'autres. Et il y a aussi sur la frontière égypto-libyenne, on a vu des attentats des terroristes provenant de la Libye. L'Égypte, en fait, a commencé à tendre la main aussi aux autorités nationales libyennes afin de rétablir l'ordre et aussi un nouveau gouvernement libyen. Donc, vous voyez, et puis vers le sud aussi, vers le sud, peut-être le seul problème qui, jusqu'à maintenant, qui se pose, mais l'Égypte quand même adopte une certaine attitude diplomatique extraordinaire, c'est-à-dire elle a fait preuve de patience, c'est-à-dire pour le barrage de Ennahda, et actuellement il mène une campagne diplomatique de grande envergure dans le monde afin de convaincre tout le monde du bon droit, du bien fondé de l'Égypte, c'est-à-dire pour le haut barrage. Et puis le plus important aussi, c'est que l'ouverture vers les pays africains, vers le continent africain, après un sommeil qui a duré plus de 30 ans sous Moubarak, on a vu que l'Égypte, maintenant, c'est porte de l'Afrique et a aussi appliqué un plan diplomatique, politique, éducatif, économique vers tous les pays africains. Il a présidé aussi l'Organisation de l'Union africaine 2 ans, on se rappelle très bien, et les relations se renforçaient de plus en plus. On a vu par exemple des stages accordés aux Africains, des ingénieurs et aussi des investisseurs envoyés dans les pays africains pour faire prospérer l'économie africaine. Il y a d'autres aussi. Le projet le plus important aussi, c'est le marché africain libre. L'Égypte a fait énormément d'efforts pour créer ce marché africain libre. Elle est vraiment en bonne voie pour atteindre cet objectif. Moi, je vous ai donné un résumé complet. Oui, mais voilà. Vous avez donné un résumé du développement qui a eu lieu après la révolution de 2013. Mais je voudrais remonter... Pardon? C'est à partir aussi de 2016, parce que ce sont des projets qui sont étalés
depuis 2013, non pas 2016. Parfait. Dès que le président a accédé au pouvoir, il n'a épargné aucun effort. Il n'a raté aucun moment pour mettre en place un plan de reconstruction du pays. Un pays épuisé complètement sur tous les plans. Justement, moi je voudrais revenir à 2013 et les circonstances qui ont poussé à l'avènement de cette révolution. Et si cette révolution n'était pas intervenue, où serait partie l'Égypte? Intervenue ou quoi? Pardon, j'ai mal entendu. Si la révolution ne s'était pas passée, où serait partie l'Égypte? Ah bon, c'est-à-dire que sans la révolution, certainement l'Égypte plongerait au Moyen-Âge, encore une fois autour du Moyen-Âge, parce qu'on a vu au pouvoir, en effet, une force politique qui a ses racines dans les frères musulmans qui créés en 1928. Les frères musulmans ont voulu ramener le pays, en fait, vers l'époque d'obscurantisme, c'est-à-dire du Moyen-Âge, et il aurait fallu en fait que le peuple égyptien fasse appel à l'armée, qui est toujours l'armée qui est considérée même depuis l'histoire, c'est-à-dire à cause de l'armée a une histoire très très glorieuse, on le sait très bien, il a perdu un moment critique, c'est-à-dire il a fait appel à l'armée afin de sauver le pays. C'est vraiment l'Égypte aurait pu être complètement perdue à cause de cette force des islamistes qui ont accédé au pouvoir par tous les moyens. Et ils avaient l'intention de maîtriser complètement, de prendre les rênes des pouvoirs jusqu'à l'éternité. On le sait très bien. Et ça, en fait, grâce à l'armée, en fait, on a pu sauver le pays, on a pu sortir le peuple, c'est-à-dire des millions sur la place Tahrir, pour appeler l'armée à intervenir. Et grâce, en fait, à l'armée, l'Égypte a été complètement sauvée. Donc, vous pensez que la révolution a apporté ses fruits, certainement, pour le développement qui a eu lieu depuis 2015 jusqu'à présent, et au niveau politique. Est-ce que vous pensez que nos partis, aujourd'hui, les divers partis politiques en Égypte, ils ont une conscience un peu plus mûre et un peu plus stabilisée sur le plan politique? Écoutez, si vous parlez des partis politiques, vous savez très bien que l'histoire des partis politiques, en fait, n'est pas très fameuse. Des partis politiques, quand je parle des partis politiques. Parce que le plus important, et je pense que c'est une grande réalisation qui a été faite par le président de Fattah el-Sisi, c'est que lui, il a fait propulser la jeunesse au pouvoir. Il aurait fallu vraiment renouveler le sang politique. Parce que les partis politiques sont des partis archaïques et que, on a vu que c'est simplement, je ne veux pas dire que c'est ils n'ont rien fait, les partis politiques en Égypte. C'est pour ça que je dis que leur histoire n'est pas très fameuse. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la jeunesse. Actuellement, il y a l'académie, une nouvelle académie qui a été instaurée par le président de Fattah el-Sisi. C'est une académie nationale pour accueillir les jeunes et pour les former afin d'occuper leur poste politique, leur poste économique. Et ça, c'est à mon avis, c'est une ouverture vers l'avenir. Et parce que, on a vu l'histoire des partis politiques depuis très longtemps, ce sont les mêmes partis politiques, et lorsqu'on a décidé, par exemple, d'adopter le multipartisme, là, vraiment, on a vu à peu près plus de 100 partis politiques, 100 adeptes, 100 partisans, et c'était vraiment, je ne peux pas dire marionnette plutôt. Alors moi, je pense que le plus important, c'est il y a une nouvelle ère politique où les jeunes commencent maintenant à émerger et commencent à exercer leur pouvoir, disons, à simplement prouver de leur poids dans la vie politique. Les ministres sont jeunes et même tous ceux qui en fait occupent des postes dans le gouvernement. On a vu, c'est la jeunesse, c'est l'époque de la jeunesse, à l'instar des pays avancés. Donc, au niveau de la personnalité du citoyen égyptien, comment trouvez-vous l'évolution qui a eu lieu depuis 2011, je dirais, jusqu'à aujourd'hui?
Enfin, c'est une question très difficile pour la personnalité égyptienne parce qu'en fait, il n'y a pas une... On ne peut pas dire qu'il y a une figure exemplaire de la personnalité égyptienne. On est en face, en fait, de plusieurs types de personnalités. On ne peut pas vraiment donner une configuration. Le plus important, à mon avis, c'est quoi? C'est que, vous savez, si vous voulez faire un changement radical, vous voulez faire vraiment un essor économique et politique dans un pays, ou bien vous avez de deux choses l'une. Ou bien d'abord, vous comptez sur la base, ça veut dire la foule, la population, pour opérer le changement. Et vraiment, l'histoire nous dit que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que il faut rééduquer, il faut réformer les gens, tout simplement. Après des époques où on voyait la population, par exemple, adopter une attitude négative, c'est-à-dire on ne participait pas aux élections, ils n'allaient pas aux urnes pour voter. Et donc, pour sensibiliser une population à l'importance de participer à la vie politique, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps. Alors, peut-être, il y a la deuxième solution, c'est que la réforme vient d'en haut, c'est-à-dire du pouvoir. L'histoire nous rappelle aussi, par exemple, le roi Frédéric, par exemple, de Hohenstein, en Italie. C'est lui, c'est-à-dire au Moyen-Âge, vers 1300, qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a décidé justement il a donné l'ordre à tous ses conseillers d'abord de commencer à traduire l'œuvre d'Averroès. Pourquoi l'œuvre d'Averroès? Parce que l'œuvre d'Averroès, je dis simplement, c'est le début de la Renaissance. Parce que lui, il voulait combattre l'ancien régime. L'ancien régime qui régnait dans le pays, la mentalité, la culture. Et c'est pourquoi il a décrété, c'est très important, la nécessité de traduire l'œuvre d'Averroès. Et à partir de ce moment-là, l'œuvre d'Averroès, en fait, a ouvert toutes les portes vers la Renaissance, puis après le siècle des Lumières. Vous voyez, ça vient d'en haut. Et je pense que le président a fait de même. C'est-à-dire, il a décidé il a voulu à tout prix reconstruire le pays. Il savait très bien qu'il y a des forces qui voulaient ramener le pays vers l'obscurantisme. Il y en a beaucoup. Mais lui, il a décidé de résister à ces forces, les forces d'obscurantisme. Il a décidé déterminé, c'est une volonté de faire. Et il a commencé ses projets. Et maintenant, on voit tous ces projets commencent à porter leurs fruits. Docteur Essam Abdel Fattah, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Merci. أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. الشعب قادر انقرار، الشعب أقوى بالعناد، الشعب قادر انقرار، الشعب أقوى بالعناد، الشعب لو فار صبره زاد ما يخافش غير رب العباد، ما يخافش غير رب العباد. الشعب لما تقوم له هومة بيبقى ثورة، بيبقى جيش، بيبقى رئيس وحكومة. أنا وطني في عمر واحد والعمر بعيشه مرة، والآخر يوم في عمري تعيشي يا مصر حرة. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت،
لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وهو رهنوا عليك تخسروا كسبت. انا ابن مصر، انا بنت الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. L'Égypte a commencé à récupérer petit à petit ce statut. Expliquez-nous comment cette évolution a eu lieu, qu'est-ce qui repoussait et quels sont les facteurs qui ont attiré. D'abord, bien évidemment, la révolution du 30 juin 2013 a changé l'équation, non seulement en Égypte, mais l'équation régionale, voire internationale, parce que l'Égypte est le noyau des pays arabes, le noyau de la stabilité au Moyen-Orient. Malheureusement, il y avait des centres de recherche à l'extérieur, en Occident, qui pensaient et qui ont fait heureusement de faux pronostics en disant que l'Égypte sera un État voyou, divisé, dévasté par une guerre civile bientôt. Et c'était la vision avant cette révolution. Et comme vous venez de dire, on était presque isolé sur la scène internationale parce qu'on n'avait pas l'expérience nécessaire qui était sur place. L'Égypte il y avait des points d'interrogation sur la pensée de certains groupes qui contrôlaient le pays et le chaos qui était dans la région. Bien sûr, le peuple égyptien a dit son mot le 30 juin 2013. Heureusement, l'Institut de l'armée ainsi que la police étaient solidaires du peuple égyptien. L'armée égyptienne a pris le côté du peuple et a dit son mot aussi que la légitimité c'est au peuple uniquement. Et bien sûr, après ça, il y a eu les élections, les premières élections démocratiques dans l'histoire moderne de l'Égypte. Et je le répète, c'est la première élection démocratique dans l'histoire de l'Égypte qui a amené le président Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, un homme qui a été élu par le peuple égyptien. Personne ne voulait prendre ce fardeau parce que c'était un fardeau très, très, très lourd. Un fardeau d'un pays endetté, un pays sous-développé, un pays attaqué par les terroristes. Et bien évidemment, on était aussi diplomatiquement isolés. Mais heureusement, avec l'aide de beaucoup de nos frères dans les pays arabes comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, on a pu encore contacter le monde extérieur. Le président Abdel Fattah el-Sisi était présent sur la scène internationale fortement. Beaucoup de nos ennemis ont cru que l'Égypte sera encore plus isolée. Au contraire, la diplomatie égyptienne a montré son vigueur. La personnalité charismatique du président el-Sisi a changé beaucoup de choses. L'Égypte a pu maintenant continuer à reconstruire non seulement le front intérieur, mais aussi le front extérieur. Et je veux dire par ça la Libye, par exemple, qui était un État presque détruit. Il y avait le chaos partout, mais l'Égypte a pu mener le peuple libyen à avoir son propre armée, à se défendre contre les groupes terroristes, et on les aide jusqu'à maintenant, par exemple, à faire extraire ou faire sortir l'ingérence turque qui est sur le territoire libyen. Donc c'est un petit exemple, comment on a changé les données. Maintenant, regardez par exemple l'administration américaine qui était celle de Donald Trump, ensuite l'administration Joe Biden.
les deux administrations qui sont très différentes sur les questions internationales, mais ils étaient unis sur la question de l'Égypte, c'est que l'Égypte est un allié indispensable à Washington, que personne ne peut oublier, et on l'a montré dans le dernier conflit entre Israël et le Hamas. On a montré notre possibilité à mener le calme au moment où il le faut. Donc, notre position, c'est la position normale maintenant. C'est l'Égypte qui a des contacts partout avec Vladimir Poutine en Russie, Joe Biden aux États-Unis, avec tous nos partenaires européens, et même sur la question du barrage de Renaissance, on est en train de faire de la diplomatie jusqu'à le dernier souffle. Et je pense que sur le plan africain, l'Égypte a beaucoup récupéré de son statut d'auparavant, non? Bien sûr. Regardez, nous étions dans une zone où c'était un effet de domino. C'est-à-dire c'était l'Irak, la Syrie, la Libye, tous les pays arabes étaient en train de chuter l'un après l'autre. Et beaucoup comptaient que l'Égypte allait avoir le même sort. Moi-même, j'étais en France à cette époque et j'ai vu par moi-même les centres de recherche qui ont mis des recherches sur la division de l'Égypte, que ça sera divisé. Or, moi, je disais, non, vous ne comprenez pas la nature du peuple égyptien, vous ne comprenez pas l'Institut militaire égyptien, que c'est un institut qui vient du cœur du peuple égyptien, qui ne va jamais abandonner le peuple égyptien, jamais trahir ce territoire, ce sol. Et bien sûr, on a montré qu'on était capable à se redresser de nouveau. Regardez maintenant les infrastructures au sein de l'Égypte, comment le monde entier cherche à faire des investissements en Égypte. Mais malgré, bien sûr, les difficultés du Covid-19 et toutes les difficultés économiques qui ont suivi, mais reste, on est maintenant un pays pilier. Je prends par exemple, et reprendre les paroles d'un admiral français sur le porte-avions Charles de Gaulle qui a dit « L'Égypte est un pays clé dans la région du Moyen-Orient et dans l'Est de la Méditerranée pour que les intérêts de l'Europe, les intérêts de la France, les intérêts de toute la région soient garantis. » Bien sûr, on a mis maintenant les points sur les i pour tous les pays. La souveraineté de l'Égypte est la priorité, mais le président Abdel Fattah el-Sisi aussi a donné un signal très clair au monde entier que c'est un homme de paix, de dialogue et de stabilité, de sécurité, mais en garantissant la souveraineté et la force de l'Égypte. Bon, on voudrait parler maintenant sur le plan de la politique intérieure de l'Égypte. Nous assistons aujourd'hui à une Égypte où nous avons un Sénat et nous avons un Parlement. Qu'est-ce que cela a changé dans la vie politique intérieure de l'Égypte? Il faut signaler un point très important qui était la polémique et que nos partenaires en Europe essayaient de comprendre, et ça a pris du temps et de l'effort de la diplomatie égyptienne, c'est les sociétés civiles en Égypte. Avant le Sénat et avant toute la vie parlementaire, c'était les ONG, les organisations non gouvernementales et la fameuse question des droits de l'homme. Oui. Bien sûr, on a montré au monde entier qu'il y a une démocratie garantie, mais aussi la souveraineté de l'Égypte est une ligne rouge. Et aussi le financement du terrorisme sous la couverture de n'importe quelle organisation n'est pas permis en Égypte. On a pris par exemple des lois qui ont restreint les groupes terroristes, qui ont restreint certaines libertés, et on a été critiqués. Mais après ça, c'était la même chose en France. Après les attaques de Daesh, ils ont pris les mêmes actions. L'interdiction des rassemblements, interdiction de certains contacts avec des groupes soupçonnés d'activités terroristes. Donc, le droit de l'homme est une chose, et la vie et la sécurité du peuple et du pays et sa souveraineté est une autre chose. Venons après ça à la question de la vie parlementaire. Bien sûr, on a pris le temps à créer certains partis. Maintenant, on a de la jeunesse, parce que la révolution qui a eu lieu en 2011, il y a eu la jeunesse qui était dans la rue. Et malheureusement, après ça, certaines forces terroristes les ont mal quittés. Alors maintenant, la jeunesse, elle est là. La jeunesse, elle est présentée en tant que députée.
le monde entier peut voir comment les élections étaient très neutres, parce que tout simplement le peuple égyptien voulait le calme, voulait la stabilité, on ne voulait plus des aventures qui peuvent ruiner notre pays. Et la présence d'une figure charismatique et du leader du président Sisi a donné aussi l'assurance tant à l'extérieur et l'intérieur que c'est un homme qui est responsable, qui est un visionnaire et qui ne veut pas ni écraser une opposition, ni permettre à d'autres qui peuvent ruiner. Même le président l'avait dit à plusieurs reprises. Le président Sisi, il a dit, s'il y a une opposition, doit être constructive, c'est-à-dire qu'il mène des idées, ne pas à trahir le pays, ne pas à le détruire. Et je crois qu'on va prendre du temps pour renforcer encore cette pensée dans la mentalité, surtout de la nouvelle génération. Bon, et comment, selon vous, la nouvelle capitale administrative serait représentative de la nouvelle République en Égypte? La nouvelle République, alors, ça c'est, bien sûr, il faut des fondements. Et les fondements, c'est comme je l'ai dit, la nouvelle capitale administrative. On est sûr que les choses ont été, bien sûr, ont été ralenties durant la crise de Covid-19. Ce n'est pas nous uniquement, c'est le monde entier, c'est toute la planète. Mais malgré tout ça, regardez maintenant l'infrastructure qui est là-bas. C'est une haute technologie, c'est une étape de décentralisation et qui était très importante depuis des années qu'il fallait le faire. Et que maintenant, heureusement, qu'on a maintenant le leadership qui a cette vision, qu'il ne faut pas tout concentrer au Caire, parce qu'on a plusieurs défis économiques, pollution, démographique, tout. Alors, il fallait trouver une autre issue. On a construit une capitale selon un modèle très technologique. Comme le président l'avait dit, on a encore l'ambition à devenir comme Dubaï, à devenir comme Hong Kong. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je crois qu'il faut attendre. On va voir encore des bonnes surprises sur ce niveau, malgré tous les critiques. Et je suis sûr que la nouvelle République sera, puisque ça a été prononcé par le président, ça va être répète, et ça va changer les données régionales au Moyen-Orient. Et je crois que nos amis et aussi nos ennemis, ils comprennent que l'Égypte est revenue avec force, avec une nouvelle république moderne, forte, souveraine, et aussi qui est ouverte à toutes les coopérations avec l'Est et l'Ouest, et avec nos frères africains aussi. Docteur Cherif Ami, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. قيادة القوات المسلحة في فترة مليئة بالمتغيرات والصراعات، واستطاع إعادة بناء الجيش وتحديثه بجانب إعادة وترميم الثقة بين الشعب وجيشه. وعندما وجد أن الأوضاع في مصر تتجه نحو الهاوية، أنهي المروءة اللي ممكن احنا نعيش بيها كضباط في الجيش وضباط صف لما نشعر ان الشعب المصري كله مروع وخايف؟ احنا نروح نموت احسن بقى. وبكل شجاعة وتضحية وإنكار للذات استجاب لنداء الشعب. أعاد في ثورة 30 من يونيو تصحيح المسار، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وعادت السلطة للشعب. والشعب كله نازل عشان يقول لحضرتك رئاسة. ونيابة عن عمد ومشايخ مطروح، احنا بنؤمر سيادتك انك تكمل المسيرة معانا وتصل بينا الى بر الامان. استفتاء على الدستور هو استفتاء على اختيار الفريق السيسي رئيسا لمصر. وفي يوم 8 من يونيو 2014 أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. انطلقت مصر معه لقفزات غير مسبوقة في كل مجالات التنمية.
وانتشرت المشروعات القومية في كل شبر من أرض مصر. عادت مصر لمكانتها العربية والدولية، وأصبحت قوة مسيطرة وقادرة تحمي وتصون مقدرات مصر، وكذلك أشقائنا من العرب. نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها في ظروف في منتهى القسوة، في منطقة شديدة الاضطراب. إسرائيل وافقت على المبادرات المصرية لوقف إطلاق النار في غزة قبل دقائق من دخولها حيز التنفيذ. ومع كل يوم يتحرك فيه الرئيس بين شعبه، يستمع لمشاكلهم، يلبي أحلامهم. اللي انت عايزها تعمل ان شاء الله يبارك لك. خدوا حاجتي بقول لك؟ خدوا مكاني. لا ليكي مكان. لا قريبا منهم. انا عيني لك ولكل مصر. بلادك الصح. عايزه ترتيب عين. عيني. فسماه المصريون الرئيس الإنسان. Donc, comme on a pu voir dans ce reportage, le président Abdel Fattah el-Sisi ne tend pas uniquement ses mains à tous nos frères qui ont besoin du soutien de l'Égypte, mais aux Égyptiens eux-mêmes par les tournées qu'il effectue dans les rues égyptiennes où il a l'occasion de rencontrer les citoyens, de les écouter et de répondre à leurs besoins. Comme les Égyptiens l'ont appelé, c'est le président, l'homme. On va terminer par un dernier reportage qui concerne le continent africain qui occupe une place spéciale dans le système de la sécurité nationale égyptienne qui commence forcément à partir de l'Afrique. De même, l'Égypte représente un domaine vital au continent africain sans omettre le rôle du Nil et son importance dans la civilisation égyptienne. La préface de la Constitution de 2014 a confirmé que l'Égypte est le don du Nil aux Égyptiens et le don des Égyptiens à l'humanité. Après la révolution du 30 juin 2013, la politique extérieure de l'Égypte a cherché à transmettre une image réelle de l'Égypte au monde extérieur. Un commentaire. Le continent africain occupe une place spéciale dans le système de la sécurité nationale égyptienne qui commence forcément à partir de l'Afrique. De même, l'Égypte représente un domaine vital au continent sans omettre le rôle du Nil et son importance dans la civilisation égyptienne. La préface de la Constitution de 2014 a confirmé que l'Égypte est le don du Nil aux Égyptiens et le don des Égyptiens à l'humanité. Après la révolution du 30 juin 2013, la politique extérieure de l'Égypte a cherché à transmettre une image réelle de l'Égypte au monde extérieur. Elle a également œuvré en vue de restituer à l'Égypte son rôle pilote dans la région, que ce soit dans son environnement africain, méditerranéen ou arabe, ainsi que sa position à tous les échelons. L'objectif: confirmer son affiliation arabe, entériner ses racines africaines et son identité islamique, activer son rôle international et traiter avec les problèmes urgents reliés à la sécurité nationale égyptienne.
Depuis son investiture à la présidence en juin 2014, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé au sommet de l'Union africaine en Guinée équatoriale et à Addis Abeba. Le Caire a accueilli des visites répétées rendues par le comité de l'Union africaine de haut niveau. Nombreux présidents africains se sont rendus en Égypte, ainsi que des ministres et des responsables africains. L'Égypte a porté un grand intérêt aux problèmes et conflits qui existent au centre et à l'ouest du continent et surtout en Centrafrique, au Mali et en Côte d'Ivoire. Elle a également porté un grand intérêt à la lutte contre les épidémies et les maladies, dont en premier lieu l'Ebola au Libéria, à Sierra Leone et en Guinée. Elle a dirigé un intérêt particulier à la lutte contre le terrorisme et à la sécurisation du Sahel, soit du Tchad, du Niger et du Nigeria. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Direct. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de la programme.